Il est 8h24 à l'écoute de Sud Radio. Que se passe-t-il avec ce gouvernement ? On dit qu'il y a un coup de barre à droite, que c'est un coup de jeunesse. Bah, c'est vrai, le Premier ministre, il a 34 ans, Gabriel Attal. Le ministre, le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, qui vient d'être nommé, l'ex-conjoint d'ailleurs de Gabriel Attal, mais bon, bah ça c'est une autre histoire personnelle. Il a 38 ans. Est-ce qu'ils vont manquer d'expérience ou alors est-ce qu'au contraire ils vont avoir la fougue ? Tour de plateau avec vous, Céline Pina, ensuite Jean-Baptiste Noé, Guillaume Bigot. Moi je dirais que le temps ne fait rien à l'affaire, ça a été chanté à de nombreuses reprises et c'est une vérité. Après, la question de cette extrême jeunesse, elle peut poser aussi la question de l'expérience et la question de l'acquisition d'une vision du monde et d'une ligne politique. Le problème de la jeunesse, c'est est-ce qu'elle est capable de concevoir un avenir pour ce pays ? C'est bien beau d'agiter en disant mais on a eu un président très jeune qui a d'ailleurs été vu comme incarnant une rupture à cause de cette jeunesse. Regardez où on en est aujourd'hui. Ouais. Sur la diplomatie, Jean-Baptiste Noé, parce que Stéphane Séjourné, bon alors il s'occupait des affaires européennes récemment, quoi. Oui, je ne veux pas faire de procès d'intention, on verra dans quelques mois où il en est, mais la question c'est quel est le pouvoir réel d'un ministre des Affaires étrangères, quelle est sa marge de manœuvre, parce que ça c'est du domaine du président de la République, donc c'est le président qui décide et le ministre ne fait que mettre en place la musique du président. Il y a également tous les conseillers Afrique, donc conseillers Proche-Orient. Donc ce sera un Sherpa en quelque sorte, en fait, un conseiller. C'est une sorte de super ambassadeur, mais sa marge de manœuvre est quasiment nulle. Il n'a pas d'autorité en tant que tel. C'est le président qui décide. La politique internationale va se faire encore et toujours et plus que jamais à l'Élysée. C'est ce que vous dites. Alors pour la politique internationale, pour la politique de la défense également, c'est le même problème pour Sébastien Lecornu. Et d'ailleurs, c'est le même problème pour l'ensemble des ministres. C'est qu'en fait, le pouvoir étant de plus en plus centralisé à l'Élysée, ce sont les conseillers et le président qui décident des choses et les ministres ont une marge de manœuvre très restreinte. Ah, il y aura une marge de manœuvre restreinte aussi pour Gabriel Attal, alors, Guillaume Bigot ? Gabriel Attal, c'est le premier ministre nommé par Emmanuel Macron qui jouit d'une bonne cote de popularité et qui a une certaine déjà surface politique ou densité politique. Édouard Philippe avait une bonne cote. Il n'était pas connu des Français. Oui, c'est ça. Il n'était pas connu des Français quand même. Des gens de Havre, oui. Ensuite, ça c'est donc une nouveauté. Mais le paradoxe, c'est que comme il va se retrouver, Gabriel Attal, à l'intérieur du gouvernement avec des gens qui n'avaient pas exactement prévu de lui obéir, voire même de prendre sa place, comme M. Darmanin, comme M. Le Maire, etc., eh bien, il va quand même avoir besoin de l'arbitrage de M. Macron, curieusement, pour fonctionner. Donc, je pense, dans un premier temps, Emmanuel Macron ne peut pas le réduire à un simple collaborateur. Il va être obligé quand même de partager un peu la lumière avec lui, c'est sûr. On verra si le naturel d'Emmanuel Macron revient au galop et qui finit par vouloir tuer sa créature. Et du côté de M. Attal, il va aussi avoir besoin de M. Macron pour exister dans cet aquarium de requins, comme pour reprendre l'expression. Donc, c'est quelqu'un qui vient des rangs de la gauche, Gabriel Attal, donc en revanche il a choisi beaucoup de gens à droite, notamment ces trois principaux. Gauche tendance business, DSK quoi. Alors c'est ça, Céline Pina, vous l'avez connu quand il était jeune militant socialiste, hein ? Oui, c'était franchement. Comment est-il alors ? Franchement, c'était un jeune homme agréable, brillant, un des plus sympathiques qu'il y avait dans l'entourage de DSK. Donc, vous voulez un poste, vous, c'est ça, non, mais humainement, franchement, c'est quelqu'un de plutôt bien. Ouais. Après, il y a sur lui une forme de cristallisation politique. Mais la question, c'est pareil que dans la cristallisation amoureuse, c'est est-ce que vous cristallisez sur la vraie personne ou sur ce que vous projetez sur elle ? Or, aujourd'hui, on a quelqu'un qui vient de la gauche, qui était très typique de positionnement politique très socialiste, et qui aujourd'hui cristallise l'émoi de tout un peuple parce qu'il est vu comme étant ferme, comme étant capable d'être de droite, comme étant capable d'être aussi ferme que Jordan Bardella, par exemple, sur la sécurité, sur les questions d'autorité, sur les questions de discipline. Et là-dessus, la question, c'est est-ce que cette cristallisation est réelle ou est-ce qu'on est en train de fantasmer un Gabriel Attal qui, en fait, n'existe que dans l'imaginaire des gens et pas en vrai ? Est-ce que c'était d'ailleurs une vraie gauche ? Parce que c'était la gauche des beaux quartiers, c'était pas forcément la gauche populaire telle qu'on l'entend, des quartiers difficiles avec Gabriel Attal. C'est une gauche qui est très... celle de DSK, ce que vous disiez, en fait. C'est une gauche qui est très affairiste, qui est très sociétale et qui n'est pas du tout sociale. Et c'est surtout une gauche qui est très parisienne et qui n'a aucun ancrage
en province. Et on a quand même l'invisibilisation. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui font grève parce qu'ils sont dans une situation dramatique. Ils font pas Personne grève, mais n'en ils parle. Parce qu'ils n'ont pas le droit à la grève, entre guillemets. En tout cas, ils essaient de se battre. En permanence, Personne n'en parle. On a des mouvements comme les Gilets jaunes qui pourraient repartir. Tout le monde s'en moque. Et c'est sans doute pas Gabriel. En permanence sur Sud Radio. C'est vrai. Et c'est sans doute pas Gabriel Attal qui est la meilleure personne pour dialoguer avec ces Français-là. Et pourtant, ces Français, on a vraiment besoin de les prendre en compte. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que, je posais la question ce matin, est-ce qu'il y a un coup de barre à droite, véritablement, avec les ministres qui sont nommés? Parce qu'il y en a 7-8 qui viennent quand même des rangs de l'ex-UMP ou des LR, Guillaume Bigot. Écoutez, est-ce que d'abord cette gauche dont vient M. Attal et dont était proche aussi d'ailleurs le président de la République, Emmanuel Macron, la gauche des SK, c'était la gauche pas sur le plan des affaires, c'est vrai, c'est un peu une gauche MEDEF, mais de l'autre côté, sur le régalien, bizarrement, c'est Laurent Bouvet, le regretté Laurent Bouvet, le politologue, qui avait théorisé cette insécurité culturelle. Vous savez, l'insécurité culturelle, c'est plutôt une thématique de gauche, parce que ça concerne plutôt les plus modestes, aussi étrange que ça puisse paraître, ou aussi contre-intuitif que ça puisse paraître. Et en fait, est-ce que il y a vraiment un coup de barre à droite? Est-ce qu'il y a un deal, comme le proposait Nicolas Sarkozy, entre LR d'un côté et le président de la République? Je pense que non, parce que M. Ciotti a immédiatement, dans la soirée, très très rapidement, expliqué que contrairement à ce qu'elle souhaitait elle-même, Rachida Dati ne va pas rester dans les instances dirigeantes de LR. Oui. Donc si le coup de barre à droite, c'est d'avoir le soutien des LR à l'Assemblée, c'est pas sûr. Une nouvelle fois, il fait exploser aussi la droite, Emmanuel Macron. Alors on peut considérer qu'il partie de la droite, quoi. Il fait durer l'agonie de LR. Et si l'objectif était de se dire, quelque part, je n'ai pas d'avenir, autrement dit, de toute façon, je vais être contraint à la dissolution à un moment donné. Les Français sont massivement à droite. Si je veux avoir des chances que cette dissolution ne se termine pas je me fais complètement dépouiller au coin du bois de toutes mes voix par le RN, j'ai besoin d'incarner une image différente, j'ai besoin de retrouver une proximité avec les Français. Et donc tout ça serait des signaux envoyés dans le but d'une dissolution future qui est vue comme inéluctable. Ouais. À ce moment-là, ça aurait un sens en termes de stratégie politique. Oui, il y a Paysan 47 qui dit, puisqu'on pose cette question sur les réseaux sociaux, est-ce que la composition du gouvernement affaiblit la droite, véritablement? Vous dites oui à 46%, non 32% et sans avis 22%. Parmi les réactions, il y a par exemple Paysan 47 qui dit mais quelle droite? LR est sous la tutelle de Sarkozy, entre guillemets, Sarkozy discute beaucoup avec Emmanuel Macron. Il faudrait faire l'union des droites. Mais de quelle droite d'ailleurs? Alors on parle sans doute aussi de l'extrême droite et puis même s'il n'aime pas qu'on la qualifie ainsi, mais de cette droite plus radicale. En fait, c'est l'impasse stratégique de la droite qui est mise en avant, c'est-à-dire qu'incarne aujourd'hui LR. Finalement, celui qui porte le discours le plus cohérent sur les problèmes que l'on a, c'est le RN qui ose parler de la remise en cause du droit du sol, qui va parler de préférence nationale, qui va vraiment parler d'insécurité et qui se positionne y compris sur les matières éducatives, etc. Et en face, vous avez une droite qui estime que finalement le RN doit être mis de côté et qui veut récupérer l'électorat de Macron en disant Macron ne va pas pouvoir se représenter. Ouais. Essayons donc de ramener les nôtres. Sauf qu'il n'y a aucune cohérence idéologique, il n'y a pas de ligne politique qui soit très claire, ce qui fait qu'à la fin, ils ne ramènent personne chez eux. Et comme de l'autre côté, ils refusent de faire l'union des droites, ils ne représentent aucun espoir. Ouais. Donc je crois que Macron a raison d'essayer de leur faire la peau. Pas moral, en termes de stratégie. Quelle image pourra avoir la France avec ce gouvernement, cette équipe très jeune, Jean-Baptiste Noé, vous qui êtes spécialiste des questions internationales? Oui, c'est la grande question, surtout quand ça change beaucoup. Vous aviez un Premier ministre qui est resté à peine un an, donc fallait la garde des présidents ou des chefs d'État étrangers, tout ça change énormément. Des personnes qui manquent aussi d'expérience, ça se finit quand même par se voir quand vous avez en face de vous Poutine ou Xi Jinping, ou bien vous devez négocier des problèmes au Proche ou au Moyen-Orient. Ça, ce sera Macron qui, pour le coup, a de l'expérience maintenant à l'international. Oui, c'est lui qui va s'occuper de tout à l'international. Mais le problème, c'est que le chef du gouvernement peut aussi participer à des sommets internationaux. Le ministre des Affaires étrangères également. Donc là, ça va un petit peu patiner. Alors, ça va être les conseillers qui vont prendre le pouvoir. En fait, c'est l'administration qui prend le pouvoir. C'est les conseillers
conseillers, et les ministres sont uniquement des théâtres d'ombre qui représentent, mais qui n'ont pas l'arrêté du pouvoir. Ouais. Bon, on verra, parce que ça, c'est particulièrement quand même aussi important, hein, toujours l'image du pays qu'elle dégage à travers ses dirigeants, Guillaume Bigot, non ? Bon, il y a toujours eu ce domaine réservé, c'est vrai, ça a été vrai de tous les présidents de la Ve République, mais néanmoins le Quai d'Orsay avait tout de même été un peu le dépositaire de la politique étrangère traditionnelle de la France. Vous savez, Bonaparte disait, un pays ne change pas de politique étrangère parce que sa diplomatie est dans sa géographie. Ouais. Néanmoins, il y a quand même eu beaucoup de disruptions avec Emmanuel Macron, et la première disruption qui a été posée dans le discours de la Sorbonne, c'est que la politique étrangère, à terme, c'est celle de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ce n'est pas un ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous savez que Emmanuel Macron est très attentif aux symboles. Et pour terminer, cette affaire de et comme l'Union européenne n'a pas d'autre politique étrangère de celle de l'OTAN, on sait à qui s'adresser pour savoir quelle va être la politique étrangère de la France. Et puis la curiosité, évidemment, dans ce gouvernement, on va en parler dans un instant, c'est Rachida Dati, quand même. C'est un peu la surprise du chef, si je puis dire, qui arrive comme ministre de la Culture, et qui avait dit, quand on avait parlé du macronisme, on réécoutera peut-être la petite phrase, qui avait dit, écoutez, c'est rien le macronisme. Ce sont des traîtres de droite et des traîtres de gauche. Ouais, ça revient comme un boomerang ce matin. Ça fait beaucoup causer à la mairie de Paris. Elle se connaît bien, Madame Dati. L'adversaire de Rachida Dati, qui est Anne Hidalgo, et Emmanuel Grégoire aussi, qui est le premier adjoint à la mairie de Paris, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans un instant. On va connaître son avis dans un instant, justement, sur Sud Radio.